ensuite, ils ont découvert, on était notamment les travaux d'Étienne, mais d'autres aussi, mais Étienne a été plébiscité dans ce mouvement. Pourquoi ? Parce que depuis notamment 2005, avec le projet de constitution européenne avorté, mais que M. Sarkozy a cru bon devoir nous refourguer en 2008, et M. Giscard d'Estaing nous a expliqué que les Français n'étaient pas assez intelligents pour comprendre ce texte. Et donc, on a eu ce déni de démocratie, ce qui, moi, m'a poussé ensuite contre, non pas contre l'Europe, ce qui n'a pas de sens, mais contre cette Union européenne, cette Commission européenne, qui déréglemente à tout va, et qui nie complètement toutes les citoyennetés, qui nie les peuples. Donc, pour nous en parler ce soir, Priscilla Ludowski, on la présente plus, mais on la présente encore, elle va se présenter. Bonsoir, alors Priscilla Ludowski, donc depuis le début impliquée à fond dans le mouvement et étant sur plusieurs projets et ayant la chance de savoir un peu quel type de projet émerge, et ça fait plaisir de voir que ça bouge. Ensuite, moi c'est Natacha. Moi j'ai commencé en fait à travailler sur un projet de RIC. Je suis chef de projet web et je m'intéresse beaucoup à l'innovation et à la société en général. Et donc du coup là, quand on a commencé à parler de RIC, j'ai beaucoup écouté ce que faisait Monsieur Étienne Chouard, et du coup j'avais une autre vision, donc je voulais la proposer aussi et je l'ai développée. Et j'ai ensuite rencontré beaucoup de gens qui travaillaient autour du RIC. Donc j'ai rencontré Mike de Culture RIC. Et du coup, je me suis mise à travailler aussi sur cette plateforme qu'il est en train de monter, ce procédé. Qui s'appelle comment ? Culture RIC. Culture RIC. Et j'ai trouvé très intéressante sa démarche, puisque l'idée était quand même d'analyser, mais je vais te laisser présenter le projet. Et donc, voilà, Mike. Donc, bonjour. Oui, donc j'ai suivi Étienne il y a un moment où j'ai un peu baissé les bras quand il s'est fait médiatiquement rabaisser, on va dire. Mais j'avais la graine était plantée à ce moment-là. Et comme il dit toujours, on ne sait pas quand est-ce que ça repousse. Et ça a repoussé avec ce mouvement. J'ai été très actif et je suis toujours très actif sur les réseaux. Et petit à petit, on a vu qu'il fallait informer, promouvoir pour planter les graines et toujours planter les graines. Et du coup est née l'idée du projet culturique. Quentin. Donc bonsoir. Donc comme vous l'avez dit, je suis étudiant en droit en 2e année de master, et donc moi-même je fais partie du mouvement des Gilets jaunes. Au sein de ma commune, avec un groupe de Gilets jaunes, on défend l'idée du référendum d'initiative citoyenne. Et ce qui nous plaît dans cette idée, c'est que elle n'est pas une méthode violente, elle permet aux gens de conserver absolument tout ce qui est nécessaire dans une démocratie, tout en corrigeant ou en permettant aux gens de limiter certaines difficultés qu'on rencontre avec le système dit représentatif aujourd'hui. Donc pour vous, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le RIC, c'est une manière, dans la légalité, de renouer avec la légitimité qui est celle de l'ensemble du citoyen qui compose une nation ? Bien, je pense que oui, c'est la raison pour laquelle je défends cette mesure. Je pense qu'il conviendrait de rappeler la différence justement, comme vous dites, entre légitimité et légalité. C'est-à-dire que je peux ne pas forcément être d'accord avec la décision qui a été prise, pour autant je peux reconnaître que le processus qui investit cette autorité, ce pouvoir public du droit de décider est légitime. Tout ça dépend de notre sensibilité en fait, puisque quand on dit que une situation légitime est une chose normale, en réalité, on se fonde sur des valeurs, qui sont nos valeurs personnelles. Lorsqu'on analyse une situation, on a toujours en tête, consciemment ou inconsciemment, nos propres valeurs. Par exemple, le principe du suffrage universel, selon lequel on considère que c'est aux Français, aux citoyens de voter pour exercer le pouvoir politique. Et nous considérons, en admettant le suffrage universel, que les gens sont égaux, que nous les considérons égaux en dignité et que leur voix compte. Ainsi, on peut s'entendre sur cette valeur-là, sur l'importance du suffrage universel. Ce qui est légal, alors quand on prend le mot légal, en fait, on se réfère précisément à la loi, mais d'une manière générale, on emploie le mot légalité pour parler du droit, tout simplement. Le droit sont les règles obligatoires qui régissent les rapports entre les gens et qui sont sanctionnées. Le droit, en fait,
il s'agit de règles techniques, il s'agit de normes, et donc une norme en soi est neutre. Et cette norme qui fait partie de notre réalité, si je prends une loi, je vais voir quels éléments figurent à l'intérieur de cette loi, et après je vais les soumettre à mon esprit critique. C'est bien ce qu'on nous apprend à l'école, justement, quand on fait de l'éducation civique. Moi, j'ai un professeur de collège qui nous a toujours recommandé et mobilisé, avec cette idée en tête, exercer notre esprit critique. Et donc, nous pouvons critiquer une loi. Parfois, la loi légitime, c'est tout à fait possible. Quand on considère qu'une loi est bonne, on affirme donc que cette loi est légitime. C'est-à-dire qu'on estime qu'elle prend en compte les éléments nécessaires et qu'elle est en accord avec les valeurs que l'on défend. Et je voudrais prendre un exemple très simple. Quand on parle de représentants, notamment dans la démocratie représentative, on considère que tous les Français ne vont pas passer tout leur temps disponible, tout leur temps libre à prendre des décisions politiques. C'est-à-dire qu'ils désignent des représentants pour se faciliter la vie et aussi en ayant en tête qu'ils vont avoir le temps de se former dans un domaine particulier, et avec ce temps-là, ils sont censés avoir des compétences et pouvoir prendre les bonnes décisions. Comparons un décideur politique à un avocat ou à un médecin, par exemple. Le principe est le même. Vous mandatez une personne pour exercer, disons, un magistère, une mission. Voilà, tout à fait, une mission. Par exemple, imaginez que votre médecin demain, imaginez que vous portez des lunettes, imaginez que votre médecin vous dise « je vais prendre un rendez-vous pour vous donc lundi prochain parce que moi en tant qu'expert, connaissant les difficultés de la sécurité sociale et connaissant la qualité de l'expérience, enfin de l'opération au laser, je peux vous dire que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. » Oui, mais si moi je n'ai pas envie de subir cette opération, imaginez que votre médecin vous réponde « non, je vous ai pris votre rendez-vous, vous allez aller subir cette opération. » On peut transposer cette critique au système politique. Il ne peut pas y avoir deux souverains, il n'y a pas de souveraineté. L'idée même de souveraineté, c'est de pouvoir commander sans être commandé en retour par qui que ce soit. Donc, à partir du moment où un pouvoir politique exerce clairement ses prérogatives, va clairement dans un sens en sachant absolument que le reste de la population, dans sa très grande majorité, est contre cela, eh bien, il se met en contradiction avec le principe même de son mandat. Le médecin ou l'avocat vous apporte une expertise, mais si vous n'êtes pas d'accord avec lui, il n'a pas à vous forcer la main. Il vous donne, selon lui, la meilleure chose à faire, et s'il n'est pas d'accord avec votre stratégie, il vous rend votre dossier, de la même manière que l'homme politique, qui estime que la population peut-être est trop bête, ou en tout cas n'est pas d'accord avec lui, et veut la gouverner malgré elle, se met en contradiction avec le principe du mandat. Personne n'oblige les pouvoirs publics, les hommes qui exercent les pouvoirs publics à rester en fonction. Si ils ne sont pas d'accord avec la majorité de la population, ils peuvent tout à fait démissionner. C'est la tyrannie du spécialiste, en fait. C'est la tyrannie de l'expert. Et c'est ce à quoi vraiment on assiste depuis plusieurs années. C'est intéressant cette formulation. Personne n'oblige les politiciens à rester à la tête d'une population avec laquelle ils ne sont pas d'accord. Et quand ils violent le peuple, quand ils prennent des décisions contraires à l'intérêt général, ils outrepassent pas leur mandat. Ils se mettent carrément en contradiction avec leur mandat. C'est vraiment une façon, je trouve. Le seul petit problème, c'est que c'est devenu un métier. Oui. Et comme c'est devenu un métier, on n'a jamais vu un médecin se faire harakiri. Et comme c'est le métier des gens qui n'en ont pas généralement, bah finalement, qu'est-ce qu'ils font une fois qu'ils sont élus? Ils veulent se maintenir tout pour y rester. Pouvoir. Et donc, c'est pour ça. Vous êtes d'accord avec ça ou vous le nuancez un petit peu? Je pense que ça s'inscrit en droite ligne de cette idée justement. Et même, il y a encore pire, c'est que non content à certaines occasions de s'opposer clairement à la majorité de la population, on prend prétexte, les hommes politiques parfois prennent prétexte de la médiocrité ou des insuffisances de la loi et des procédures pour porter un jugement moral sur la population. J'ai un autre exemple qui est très simple. J'imagine que vous connaissez tous de nom Madame Stéphanie Gibault, qui était lanceuse d'alerte dans l'affaire UBS justement, et dont la situation illustre une fois encore la différence entre le droit, les engagements qu'on peut prendre et la légitimité. Dans cette affaire, Madame Stéphanie Gibault s'est vue demander au sein de la structure UBS de procéder à des manœuvres qui étaient illégales pour notamment dissimuler des preuves dans la perspective d'une enquête à venir, ce que Madame Stéphanie Gibault a refusé, et elle a montré que ce n'était pas parce qu'elle était engagée par un contrat, par un acte juridique, que elle devait pour autant tout accepter.
Et là où on devrait valoriser cette légitimité, aujourd'hui, je sais que Madame Stéphanie Gibault, justement, est complètement abandonnée par les pouvoirs publics, alors qu'elle a permis à l'État de récupérer des sommes substantielles suite aux éléments qu'elle a fournis au service public. Plus de 10 milliards et elle est au RSA. Et cet exemple, en fait, nous met encore en avant la différence entre ce qui est légitime et ce qui est légal. Une personne qui est engagée par un contrat ou soumise par la loi à une obligation de confidentialité, je pense également à des lanceurs d'alerte. On a l'exemple récent tragique de Julian Assange. Nous savons que d'après la loi, il n'avait pas le droit de faire un certain nombre de révélations, et pour autant, on peut, si la valeur que nous avons en tête, si le critère que nous retenons pour évaluer son action n'est pas simplement la loi, mais est aussi tous les principes fondamentaux que nous avons en tête quand nous parlons de démocratie, c'est-à-dire la possibilité pour les gens d'être informés, de savoir ce qu'il en est véritablement de leur liberté individuelle. Je pense qu'on doit avoir cette différence-là en tête et qu'on ne peut pas, ou qu'en tout cas on perd un élément très important lors de l'analyse de la situation de Julian Assange si on se limite simplement au droit. Et c'est donc en ayant en permanence en tête la différence entre légalité et légitimité qu'on peut exercer son esprit critique et avoir un jugement pertinent. Tout le monde part avec des a priori, et c'est par la discussion, justement, la rencontre, qu'on arrive à passer au-dessus de ça et à permettre aux gens de se faire une opinion vraiment fondée. Pourquoi en fait subirait-on des accusations d'illégitimité par les pouvoirs publics quand nous organisons des RIC, ou pourquoi nous dirait-on qu'on n'est pas représentatif, ou pourquoi nous oppose-t-on qu'on serait des adversaires ou des gens de la démocratie représentative, ce qui n'est pas vrai. Nous voulons en l'état l'amender. Chacun se fera un avis donc sur les accusations d'illégitimité. Je pense que les RIC que nous organisons sans aucune aide des pouvoirs publics, par nous-mêmes et dans un objectif de convergence avec notamment les outils que nous développons, justement en nous fondant sur cette idée du suffrage universel et de la prise en compte de l'avis de chaque Français, chacun peut se faire un avis justement sur les raisons de cette défiance. Et c'est ainsi donc que je ne vois pas pourquoi nous ne serions pas légitimes à initier ce mouvement. Nous, tout simplement, nous souhaitons avec le RIC améliorer la procédure de démocratie. Nous ne sommes absolument pas contre la démocratie. Nous voulons permettre une démocratie avec une meilleure procédure et qui nous sort de ce système archaïque, parce qu'on a l'impression qu'on est le système de vote actuel, on a l'impression que c'est l'aboutissement de millénaires d'évolution, qu'on ne pourra pas aller au-delà et que la solution est fabuleuse et qu'elle ne bougera plus jamais. Alors que la situation est complètement stupide. Quand on prend un bulletin de vote, qu'on choisit un candidat, on va prendre celui avec lequel on est le plus en accord, mais peut-être que on va être d'accord peut-être sur 100 propositions, mais peut-être qu'il y en aura 100 avec lesquelles on sera absolument pas d'accord. Et du coup, on doit prendre simplement un grand bloc. On n'a aucun moyen de nuancer notre choix. Et ce système nous enferme dans le choix d'une personne dont nous n'avons ni garantie qu'elle va respecter ses promesses, ni moyen de la contrôler. C'est ainsi, je pense que on peut relativiser les critiques sur l'illégitimité des RIC. Et une fois encore, voilà, nous ne souhaitons en aucun cas nous opposer à une partie de la population. Au contraire, nous voulons affirmer ce principe de prise en compte de la vie de tout le monde et du suffrage universel. Une petite citation que j'avais donnée à Étienne, il avait trouvé pertinent de la donner, pour vous montrer qu'en fait, le RIC peut être une évolution. Peut-être qu'on peut se dire aujourd'hui que mais ça ne peut jamais arriver, ce n'est pas possible. Mais on s'est dit la même chose à l'époque du suffrage universel. Par exemple, Flaubert, dans une correspondance avec Georges Sand, donc c'était du temps de la Commune de Paris, critiquait, au-delà de la Commune de Paris, critiquait la capacité du peuple à décider et son intelligence en fait. Donc la citation est la suivante. Le peuple est un éternel mineur, je hais la démocratie. Le premier remède serait d'en finir avec le suffrage universel, la honte de l'esprit humain. L'instruction obligatoire et gratuite n'y fera rien qu'augmenter le nombre des imbéciles. Le plus pressé est d'instruire les riches qui, en somme, sont les plus forts. Donc, ce qui pouvait paraître normal pour des écrivains, des personnes avec une forte influence à l'époque, n'est pas ce qui nous paraît normal aujourd'hui, et l'idée que le RIC n'aurait aucun avenir, à l'aune de cette citation par exemple, doit être pensée et relativisée. Voilà. Priscilla, vous pensez quoi de ce qu'on vient de dire par rapport au RIC? Est-ce que c'est un moyen de retrouver
on l'a déjà vu, nous on le sait, sur les ronds-points, etc., de la légitimité, et enfin que le peuple reprenne en main un petit peu les choses qui le concernent, quoi, tout simplement. Oui, je trouve intéressant qu'on parle de légitimité parce que j'y vois deux choses en fait. Il y a tout un débat autour de ça parce que c'est des questions qui se posent dès lors on lance une initiative, qu'on lance une alerte. Est-ce qu'on est légitime, est-ce qu'on ne l'est pas, aux yeux de qui? Qu'est-ce que la légitimité? Parce que le sens premier, c'est de dire est-ce que c'est conforme à la loi et au droit. Sauf que quand on fait de la désobéissance civile, c'est qu'on conteste que la loi en question ou le droit en question n'est pas tout à fait juste. Et le deuxième sens, il est moins palpable, parce que le deuxième sens, c'est est-ce que c'est justifié, est-ce que c'est normal, mais aux yeux de qui, et qu'est-ce qu'on considère comme normal et qu'est-ce qu'on considère pas comme normal. Et donc du coup, on serait capable dans ce cas-là de percevoir ce qui relève de l'intérêt général et ce qui est juste pour les uns et pour les autres. On a un baromètre qui peut-être fait consensus auprès du plus grand nombre quand on dit que voilà, lorsqu'on veut mettre en place le référendum d'initiative citoyenne, c'est que ça permet à chacun, qu'il soit, peu importe sa couleur politique, peu importe si c'est syndiqué, pas syndiqué, qu'il ce soit quelqu'un qui milite ou pas, ça lui donne le droit de porter sa parole un peu plus haut. Et je pense que c'est quelque chose qui réunit et qui trouve un intérêt général, parce que voilà, quand on est citoyen, on n'a pas accès aux grands moyens de communication qui permettent de véhiculer des messages. Ça permet pas d'élever un débat lorsqu'on a un sujet qui nous tient à cœur. Ça permet pas de lancer une alerte de manière sécurisée, parce que lorsqu'on lance une alerte à l'échelle locale, on risque plus gros que si on lance de manière un peu plus large. Et effectivement, c'est un outil qui permet d'avoir un petit peu plus de démocratie, d'avoir des démarches plus poussées et plus portées, on va dire, collectivement. Donc oui, je trouve ça intéressant, et c'est vrai que depuis le début du mouvement, on a eu plein phare sur le RIC, alors qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus depuis un certain nombre d'années. Et ça permet aussi de réunir les travaux, de réunir les personnes qui travaillent autour de ça, de faire connaître l'outil, parce que voilà, il y a peut-être des personnes qui savent pas ce que c'est, vont grâce à ce type d'émission, vont pouvoir écouter, et si elles sont pas au courant, vont pouvoir poser d'autres questions. Oui, puis expliquer aussi à tout le monde que le RIC n'est pas une fin en soi. C'est ça, c'est un outil. C'est juste un outil pour reprendre en main, quelque part, les sujets qui nous concernent. Qui concernent tout le monde. Et d'ailleurs, c'est l'esprit. Alors après, Étienne y mettra sans doute pas mal de correctifs, mais c'est quand même l'esprit de la Constitution. Être libre et égaux en droit, etc. Et surtout par le peuple et pour le peuple. Oui. Et je pense que le deuxième challenge, alors le premier challenge de dire que ça existe, que c'est un outil, que c'est pas une fin en soi. La deuxième chose, c'est d'avoir des travaux qui puissent permettre de mettre tout ça en place. Et pour moi, le troisième challenge, il est de dire voilà, c'est quelque chose que tout le monde peut. Quelque chose qui est accessible à tous, voilà. Quelque chose qui est accessible à tous et qu'on n'est pas obligé d'aller en politique pour pouvoir utiliser un outil qui permette de participer aux prises de décision. Et je pense que là, il faut le comprendre, ça. Voilà, faut qu'on comprenne à quoi sert cet outil et en quoi il peut être utile. C'est vrai que le RIC est un outil pour qu'on n'ait pas besoin forcément de manifester, mais qu'on ait juste la possibilité d'ouvrir le débat. Sur cette idée juste de Priscilla sur la manifestation, un de nos problèmes justement, on ne veut pas faire des RIC, des votes en permanence, on ne veut pas empêcher les gens de vivre, on veut simplement, au contraire, leur éviter d'avoir à descendre manifester avec tous les frais que ça comporte, toutes les difficultés, tous les risques et aussi tous les efforts, le stress nécessaire, parce que on se rend compte, par exemple, pour les aéroports de Paris ou d'autres sujets, imaginons s'il fallait descendre dans la rue à chaque fois qu'un projet semble très peu tout à fait mobilisateur. Et même les gens devraient avoir une solution beaucoup plus simple pour pouvoir donner leur avis. On n'écrase pas du tout les personnes qui sont pas d'accord avec nous. Au contraire, on est démocrate. On veut juste pouvoir demander leur avis aux gens après leur avoir expliqué. Et une fois qu'on a demandé leur avis et qu'on a pu leur expliquer, si on perd, on se tait. On n'a rien à dire. C'est la démocratie, c'est la majorité pour l'instant qui est la règle qui a été retenue. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même parce qu'on c'est moi je trouve que c'est le problème principal, une espèce de gouvernement des experts qui savent toujours mieux que les autres, comme si les gens n'étaient pas capables de savoir ce qui était bon pour leur famille, pour leur travail. On a tous cette conscience. À Athènes, les experts étaient les esclaves. C'est-à-dire comme on savait qu'ils pouvaient prendre le pouvoir, on se méfiait tellement d'eux qu'on disait, alors esclaves c'était moins pire que ce que c'est devenu ensuite, mais il y a quelqu'un qui a dit que c'était pas très grave en fait. Finalement, ils étaient en bonne santé, qu'on voulait C'est là le chari grave. Non, allez, je referme le sujet. Et donc les Athéniens, méfiants des experts, sachant que les experts
les experts pouvaient devenir potentiellement rapidement des tyrans, faisait bien attention à ce que ces experts n'aient pas de pouvoir politique. Et on pourrait s'en inspirer aujourd'hui dans l'organisation de notre société. La Commission européenne, par exemple. Par exemple, on pourrait leur retirer la haute fonction publique. toute possibilité de décider, d'opiner. C'est-à-dire qu'ils seraient les experts, mais ça entraînerait leur incapacité de décider, même de voter. On a plusieurs sujets. Là, il faudrait peut-être décrire ce qu'ils voient sur le terrain et qu'on n'entend pas dire sur les médias, les médias mainstream, habituels. Alors, Mike ? Culturique, en fait, a justement entrepris un gros travail Tu peux le présenter. Voilà. énorme, mais vraiment énorme et indispensable, de recensement de la totalité de justement des initiatives, nettement plus que moi. Et tu as la parole, Mike. Ok, alors c'est parti. Par rapport, pour répondre justement à faire un résumé, ce serait difficile, je ne sais pas si on peut avoir un visuel, mais il y a une liste qu'a fournie Léo Giraud sur l'ensemble des initiatives, plus ou moins médiatisées sur les réseaux, pas du tout bien sûr ailleurs, mais... Tu peux en lire quelques-uns peut-être. Oui, bien sûr. Comme c'est à la radio aussi, comme ça les gens qui entendent... Je vais en citer la première, c'est la tienne. Voilà. Oui, il y en a d'autres. Il y a une Il longue y a liste. Objectifrique, Culturique, on va en débattre donc je passe vite. Il y a Clic-Cric. Oui. Léo Giraud, article 3. Disons quelques mots à chaque fois, peut-être. Mais Oui. 2-3 mots, mais pour Alors, que... parce que Clic-Cric, l'objectif, c'est une stratégie. Eux, c'est toutes les semaines, convenir d'une heure et ne rien lâcher jusqu'à instauration. Donc, on convie les gens à une heure précise. On se retrouve devant la mairie. Voilà, on se retrouve dans la mairie. Et on proteste lâche régulièrement, rien, un peu comme on tient la pression sur la longueur. On lâche surtout pas le maire. Un peu comme les citoyens des lundis dans l'Allemagne de l'Est. Ils se réunissaient à l'appel d'un prêtre tous les lundis, qu'il neige, qu'il plante, qu'il vente, et ils ont fini par faire tomber. Ils ont participé à la chute du mur de Berlin. Voilà. Après, Je fais juste une parenthèse. Oui. À Saint-Clair-du-Rhône, c'est ce qu'on fait depuis plus de 2 mois maintenant. Tous les samedis, enfin les vendredis ou les samedis, on se réunit autour de l'apéric. L'apéric, c'est l'apéro Ah oui, c'est vrai. autour du RIC. Encore Voilà. une de Et c'est mes que j'ai oublié de régulier. mettre dans Et on fera l'apéric tant qu'on n'aura pas le RIC. Et ça dure. Un D'accord. petit ric, un gros ric, Exact. c'est l'heure de la périric. C'est Et après, l'apéro. on a Opération Mike. Article 3, qui a une stratégie... Du nom un peu de loin. l'association. Alors, c'est Yvan une Bachot initiative... non, c'est Pathologie. Alors, je crois que c'est Pathologie. Oui. Et Eric Oui. Dubois qui sont sur l'affaire. Et en fait, eux, ils proposent de réunir 40 personnes. C'est ça, pour aller devant les préfectures, je crois. Bien. Le jour J, où on aura une proposition... qui soit acceptable de présenter. À ce moment-là, ils seront en capacité d'aller faire pression, si j'ai bien compris. Et du coup, je crois qu'ils rejoignent l'initiative de Hakim. Ouais. Et ils se proposent de faire valoir les résultats de ton initiative, Hakim. Je vais finir, oui, sur les plus importantes. Ensuite, on a eu le MIC pour les européennes, les initiatives d'Yvan Bachot. Et là, on a aussi Citoyens et Citoyennes d'Éric Camisuli qui, lui, propose un petit peu de renforcer le problème de la pétition non légale et de la détourner en faisant des lettres recommandées au président de la République. Tout le monde envoie des lettres recommandées directement. Voilà. Et on a l'initiative toute récente lors des élections qui s'appelle RIC Destitution Macron ou RIC le toi-même de Sénada et Violaine. Ils ont organisé des RIC sauvages, ce qu'on appelle un RIC sauvage, et ils ont été, on va dire, une belle expérience pilote qui nous permet d'avoir de belles infos pour le prochain scrutin qui se prépare le 11 novembre. Notez-le bien. Le concept Le est très 11 intéressant. novembre, Les RIC sauvages, c'est-à-dire qu'on n'attend pas que les C'est élus ça. nous aident. Exactement. Nous organisons nos RIC nous-mêmes, librement. Voilà. Ça Donc pourrait pour finir sur cette s'approprier. initiative de RIC sauvage, ce qui est Donc, très intéressant, j'aime c'est bien que l'idée. Sénada. Sénada et Violaine. Vers Montpellier. C'est très intéressant parce qu'en fait, c'est une expérimentation pilote qui va nous servir pour la suite. Je dis le 17, excusez-moi. Pourquoi le 17 novembre 17 novembre, C'est l'anniversaire un an. du point Voilà. de départ des Gilets jaunes. Oui, et donc elles ont expérimenté physiquement l'urne, le vote physique et aussi numérique. Et derrière, il y a toute une activité intéressante à développer. Donc ensuite, il y a scrutin national, je l'ai évoqué, et les fins de mois de juin, il y a 2 dates de mémoire, c'est le 17 et le 25 juin, voilà, où on va débattre sur l'objet de ce RIC le 17 novembre.
Voilà, quelles questions poser. Pas se tromper de date. Pour bien préparer cet événement-là, une période de débat qui est ouverte par l'association Article 3, qui est à Toulouse. Je vous recommande le tableau qu'a composé Léo Giraud, qui est pas là parce que aujourd'hui, le jeudi, il a son meuble constituant. Ce gars-là, depuis des années, tous les jeudis, écoutez bien, tous les jeudis, il fait des ateliers constituants régulièrement, de façon fiable. C'est peut-être le meilleur constituant du pays, c'est le plus aguerri. Il aurait dû être avec nous, mais le jeudi, c'est l'heure pour lui des ateliers constituants. Et aujourd'hui, il commence les ateliers sur les médias. Pouvoir médiatique. Donc sur le pouvoir médiatique, donc il est très mobilisé. Il pouvait pas être avec nous, mais on fera une émission avec lui, simplement. Donc c'est quelqu'un qui a fait et qui tient à jour un tableau dont j'ai mis le lien sur l'annonce sur mon blog, mais qu'il faudra mettre dans la description de ces vidéos, la vidéo Facebook et la vidéo YouTube. Je vous conseille à tous d'aller le lire. Et le tableau de Léo Giraud, on s'en est inspiré aussi pour faire le site sur Culture. Et oui, bien sûr, parce qu'il y a tellement de ressources dedans, il y a tellement d'informations. On essaie de recouper toutes les informations. Et il y a encore 2 actions, oui, ok. À finir. Il y a Action RIC Nationale, qui est au départ animée par Marjolaine et qui est repris par Julia de Becker, qui organise des RIC locaux. Et donc voilà, cette action-là aussi est une expérience pilote importante. C'est la même chose que toi, Daniel. Non, ça fait existe le tour pas. des actions principales, il y en a plein. Comme il dit sur le tableau, il y en a énormément. Voilà. Alors, ce que je voulais dire quand même, c'est que toutes ces informations devant le dont micro, tu viens de parler, on les retrouve sur le site culture-ric.fr. Voilà. Et donc, vous allez pouvoir retrouver, le site est encore en cours de construction, mais on l'a ouvert quand même pour laisser au fur et à mesure l'accès aux informations. Et donc vous allez pouvoir retrouver tout ce qui a été cité, toutes les actions et tout ce dont on parle là maintenant. Et c'est collaboratif, Natacha. On peut vous écrire si on a des idées pour remplir les pages, pour les améliorer. On peut vous écrire. Il y a un mail où on peut vous écrire en vous disant, en vous suggérant de. Il y a des formulaires. Après, on est en train de réfléchir à des moyens justement d'avoir plus d'interactivité. Fasse marcher le cerveau collectif. C'est la base. C'est la base. J'ai l'habitude de dire que ce site, il est comme le RIC. Il a l'initiative citoyenne. Et donc en cours de construction. Donc du coup, pour rebondir, Didier, sur une chose que tu as dit, c'est la convergence. Moi, j'y vois dans tout ça une véritable convergence parce qu'en fait, tout s'imbrique. Si on voit, il y a pas grand-chose à faire pour rechercher le consentement entre tous ces projets et pour qu'ils s'enchaînent aussi et qu'ils soient très complémentaires. Et il y a vraiment pas beaucoup d'efforts à faire. Il suffit juste qu'on communique. Et je voudrais me permettre de faire le lien avec une autre forme de légitimité attendue, que j'aimerais bien développer, s'il y a de temps. Mais la sélection de la question fait partie du processus d'un RIC, et la légitimité de la sélection de la question est importante, et je voudrais souligner qu'il ne faut pas négliger ce processus-là, notamment dans ton process, Daniel. Voilà. Comment sélectionner la bonne question qui va intéresser, et comment est-elle légitime par rapport à une autre? Oui, parce qu'il faut que ce départ soit incontestable. Voilà, et c'est pour ça que en tout cas, on parlait de la méthode qu'on avait identifiée pour clarifier ça. C'est pour ça qu'en proposant déjà deux questions, dont une locale qui va justement coller... Que ce soit local ou national, comment tu la détermines? Comment on l'a choisi légitimement? Comment tu dis qu'elle est légitime? Je crois qu'on va refaire une émission, parce que c'est possible. Alors après, moi, tu voulais décrire, parce que vous avez parlé un peu de votre projet Culture RIC, mais vous n'avez pas pu le décrire vraiment. Non, c'est un peu parti en débat, j'ai pas eu mon temps. Oui, laissons finir. On a combien de temps? Nous, de toute façon, on peut plus dîner, là. Ça semble compliqué. Moi, j'ai un train, le premier train demain matin. Donc, après, c'est vous qui voyez. Hein. On va faire un RIC pour savoir. Jusqu'à 1h du matin. Ok. Non, mais en tout cas, on refera une deuxième émission parce que je pense que le sujet, on n'a pas la prétention de l'épuiser, mais ça mérite une deuxième émission, je crois. Je pense. Moi, je voudrais démontrer la convergence actuelle de ces actions et en même temps dire que le municipalisme est une des stratégies à ne pas négliger d'instauration. En même temps, dire qu'il est nécessaire de tenir compte de bilans d'experts dans ton process, Hakim. Apportera énormément de choses. Mais je voudrais apporter aussi un complément à la définition de Quentin sur la légitimité. Elle a été évoquée quant à quelle question on va poser, par exemple. Quelle est la question légitime? On s'est beaucoup posé cette question dans la communauté, dans les ateliers, au fur et à mesure, pour arriver à adopter une certaine stratégie qui est absolument basée sur la légitimité, qui est très liée
est corrélée avec la représentativité. Et on vit bien une crise de représentativité. Et donc, comment cette légitimité pourrait s'exprimer différemment? Par le fait que tous les avis sont représentés dans une proposition. Là, on cherche à savoir quel est le RIC voulu par les Français. Et bien, on s'est posé la question et on a dit, on va le chercher. Et donc, on s'est dit, pour les Français, que doit être le RIC? Qu'est-ce qui doit pas être? Qu'est-ce qui doit permettre ou qu'est-ce qui doit pas permettre? Tout le monde peut répondre à ça. Et on a épluché toutes les objections faites sur la plateforme du vrai débat et celle de Parlement et Citoyens. Ça représente 8000 avis, triés par filtre mots-clés, 1500. Et on a pu faire un inventaire. On arrive à des redondances sur 30 à 35 principes. Je définis. Qu'est-ce que c'est que les principes du RIC dans notre méthode? Ce sont ce que doit être le RIC ou ce qui ne doit pas être. Exemple, on ne doit pas subir l'influence médiatique. C'est ce que je voulais mettre dans mon petit papier jaune, un RIC, pour savoir ce qu'est le RIC. Est-ce qu'il doit être en toute matière ou vraiment toute matière? Et certains disent qu'il faudrait fixer des règles, il faudrait fixer des exceptions. Il faut être aidé pour la formulation, etc., etc. 30 à 35 avis. Et du coup, on arrive à avoir une certaine photographie du RIC voulu par les Français. J'ai pas dit qu'elle était définitive, j'ai dit qu'elle est prise à un instant T et qu'elle va certainement évoluer avec l'information qu'on sera capable de transmettre et d'élever les consciences, comme il le dit Daniel. Et en ce sens-là, c'est important d'arriver à tenir compte de ça parce qu'on légitimise en disant, si une personne vient, mais est-ce que moi j'y suis dans la photographie? Et du coup, s'il s'y reconnaît, quelque part, il se sent légitimisé. Et ensuite, pourquoi c'est corrélé à la représentativité? Parce qu'il va falloir pondérer tout ça. Et en gros, on est en train de déterminer un cadre dans lequel il serait peut-être souhaitable que les propositions rentrent, puisque ce sont les Français qui votent. Et si aujourd'hui ils doivent voter, ils voteront en fonction de ce qu'ils imaginent. Donc si soit on leur fait évoluer les consciences, et on votera plus tard, mais si on vote tout de suite, il faut une photographie pour savoir dans quel cadre on évolue. Donc c'est pour ça qu'on fait des ateliers, il y a plus de 20 gigas sur YouTube qui représentent le travail que l'on fait. Dans les ateliers, on épluche objection par objection. Et voilà, on a réussi donc à commencer la première étape qui est de connaître les grands principes voulus par les Français. La deuxième étape dans ce processus, c'est de connaître les étapes du processus, les étapes et sous-étapes. Comment révéler une question? Ça, c'est une étape, une problématique. Comment on va faire? Comment on va faire ensuite pour formuler, etc. Ça, c'est une fois qu'on a déterminé ça, c'est très logique, ça paraît logique et conséquentiel. On passe à la troisième étape qui est de trouver les modalités. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les modalités? Ce sont des outils qui vont permettre de faire respecter les grands principes et les étapes et sous-étapes. Autrement dit, si on parle de seuil, si on parle de déclenchement, on peut évoquer le seuil, on peut évoquer les assemblées tirées au sort, on peut évoquer aussi d'autres sondages, on peut évoquer la question la plus plébiscitée. Il y a plein de modalités. Et aujourd'hui, on s'étripe trop sur les modalités parce qu'on ne sait pas à quoi elles doivent correspondre aux attentes des Français ou pas. Donc si on prend les choses dans l'ordre, on fait un bilan, les principes, on connaît les étapes du RIC et ensuite on détermine les modalités. Et en ce sens-là, j'y vois la convergence de proposer un genre de cadre qui permettrait aux propositions de venir faire évoluer le cadre en voyant est-ce qu'on a oublié quelque chose dans l'inventaire, est-ce que la proposition, elle a pensé à tout par rapport aux attentes des Français. Oui. Des attentes dans les principes, voilà. C'est que le RIC soit évolutif. Voilà. Il puisse être évolutif. Donc je voudrais donner l'exemple de Lou sur Agen, qui tient un atelier constituant, qui anime un atelier constituant. Suite à une discussion entre nous, il avait une approche à déterminer les modalités et du coup il s'est posé cette question de légitimité pour en trouver comment faire pour arriver à être légitime dans nos propositions. Donc du coup ça y a changé sensiblement ses méthodes avec l'approche de la recherche du consentement. Donc ça a été plutôt bénéfique. Et voilà. Après, je pourrais parler d'une expérience aussi que j'ai fait, où j'ai fait comme a fait Daniel dans un groupe de gilets jaunes. J'ai fait remplir des questions. Quel est le RIC que vous vouliez voir passer au niveau national? Et bien sûr, il y a la fameuse question qui dit le fameux SMIC à 1500. Voulez-vous le SMIC à 1500 € par mois? Et bien, grâce à une mise en place dans l'atelier,
un jeu, un process. On a fait voter les gens sur cette question suivant pour, contre, blanc et une quatrième case qui est gris, c'est-à-dire flou, à reformuler, je comprends pas. Et quand on a dépouillé pour répondre, je répète, à la question voulez-vous le SMIC à 1500, on a eu chez les gilets jaunes, je le répète, 20-25%, autour de 25% de oui, autour de 15% de non, 5-10% de blanc, et le reste en flou. Et voilà, vous avez compris pourquoi, quand on oriente une question sans la possibilité de reformuler la question et de faire tenir compte pourquoi moi je suis pas pour ou pourquoi je suis contre, eh bien, vous avez les gilets jaunes, ils votent quoi? Oui ou non? Ils sont bêtes? Non, ils vont voter oui. Et du coup, on se retrouve avec, ouais, ils veulent tous un SMIC à 1500. Non, c'est juste qu'il faut refonder certaines choses à la base. Et il faut permettre le consentement, et pour permettre le consentement, il faut leur permettre de pouvoir s'exprimer. Souvent, ça a été caricaturé d'abord par les hommes politiques et par les médias, essentiellement, le fait qu'il y a effectivement, les Gilets jaunes, c'est une population de paresseux, d'assistés, de gens très fortement politisés, d'une espèce d'extrême gauche révolutionnaire qui veut rien faire, etc. Et en réalité, c'est faux. C'est faux parce que d'abord, c'est un mouvement transpolitique, où il y a toutes les tendances qui sont représentées. C'est un mouvement où, quelle que soit la catégorie d'âge, il y a plus d'actifs que dans la moyenne de la société française, par catégorie d'âge. Donc voilà, le SMIC, donc, à qui on s'adresse? Il y a des artisans, il y a des commerçants, il y a des professions libérales, il y a des salariés, il y a des chômeurs. Il faut savoir qui parle et comment. Et donc, tout ça pour en venir à la raison d'être de Culturique, entre guillemets, et la communauté, c'est qu'en s'étant posé ces questions-là, on s'est dit qu'il faudrait quand même créer les conditions du consentement national pour pouvoir le prétendre. C'est bien beau de dire le consentement national, mais concrètement, on fait comment? On fait comment? Nous, on a identifié des actions clés qui sont logiques. Il faut pouvoir avoir la capacité d'informer de façon plurielle, neutre et sourcée, on l'a dit, référencée. Il faut pouvoir communiquer les événements sur un agenda commun. Donc tout ça, on a mis ces outils sur le site et qui vont progressivement prendre forme, puisque je rappelle, on l'a ouvert pour l'occasion. On a surtout identifié une action clé qui a été initiée par les Sœurs Cantaires sur la région d'Agen aussi, qui s'appelle le répertoire des ateliers citoyens. Là, ce répertoire-là, il permet de dire, nous on existe, on est là, on est actif. Il permet même à ceux qui souhaiteraient rencontrer d'autres personnes et ne sachant pas qui y a autour, de se signaler sur la carte et de dire j'aimerais bien avoir un copain. Voilà. Et du coup, on est en train de mettre cet outil pour permettre la communication libre. Les gens pourront rentrer librement. Pour rechercher le consentement, il faut pouvoir communiquer. C'est là-dessus que aussi, Hakim, il faudrait qu'on mette en commun un réseau pour permettre le consentement au niveau national. Je t'invite particulièrement. Et du coup, on a aussi pris le Discord. Le Discord, c'est une plateforme de discussion vocale qui a permis de faire les ateliers en ligne. Et du coup, on se retrouve à pouvoir faire des ateliers. Il y en a un de Polynésie, René, Rosa de Martinique, Marco de Réunion, et tous ceux de France aussi, pareil. Je ne cite que cela, mais il y en a plein. Et ça permet d'être très complémentaire aux ateliers locaux. En fait, si vous voyez ce qui se passe, c'est que localement, il y a de la production. Étienne, il n'arrête pas de dire à tout le monde écrivez. Donc, il y en a plein de productions. Et comment on fait avec ces gens-là? On les stocke où, leur production? On en fait quoi? On les donne à qui? Et si on leur donne pas les moyens d'une bibliothèque, on va tuer le mouvement. Il faut absolument que ces personnes-là aient leur place et qu'on puisse échanger, parce que une simple idée dans un coin peut être révolutionnaire. Faut pas la louper. Donc, tu appelles ça une bibliorique? J'appelle ça une bibliorique, elle est dans le... On appelle ça une bibliorique. Petite question. Oui. Vous pourriez être la plateforme de notre phase 2 ou pas? Je sais pas. S'il y a une évolution à faire, on en reparlera. Mais j'ouvre une parenthèse non négligeable. Tchatcha. Tchatcha met en danger son travail pour pouvoir sortir le site que vous voyez. Elle a mis... Et voilà. Et moi, j'ai mis en danger ma santé, j'ai oublié un rendez-vous d'imagerie. Donc, on est au taquet, on lâche rien, ok, on est tous à fond. Mais si cet outil doit correspondre à un vrai besoin, une attente, on n'a pas les clés. Il est comme le RIC, il est à l'initiative citoyenne. Et donc, il ne pourra s'instaurer que s'il y a une majorité des personnes qui s'y investissent. Voilà, je peux pas dire on va discuter chose. après. Bénévole, là, ouais.
Oui, oui. Bon, on a 400 volontaires, on peut discuter avec tout le monde. Tout à l'heure, j'y pensais. Très bien. Et donc, je vais finir. J'ai parlé du site web. Je vais parler de perspective. Parce que ça, c'est important. Aujourd'hui, on a parlé d'action. Mais je vais aussi parler de perspective parce que ce qu'on voit pas, c'est l'équipe des développeurs qui se cassent la tête pour trouver des solutions, notamment de votation numérique. Et vraiment, ils s'investissent vraiment. On est aujourd'hui avec Michel, qui est en Suisse et qui intervient aussi pour le mouvement en France, qui a aidé Senada à faire une votation électronique par téléphone. De ça va s'inspirer d'autres solutions qui pourraient utiliser au 17 novembre. C'est pour ça que je vous parle de convergence là. Il y a beaucoup de choses qui vont converger, qui vont aider à pouvoir communiquer. C'est très important. Et donc, la stratégie d'instauration, le municipalisme, c'est immanquable. C'est une perspective à ne pas négliger. Il faudrait quand même dire à tout le monde que si vous faites un atelier RIC quelque part, vous pouvez venir vous inscrire sur culture-ric.fr, puisque maintenant on fait converger toutes les initiatives et tous les ateliers sur une carte pour que les gens puissent vous trouver. Pareil, parce qu'on recherche, on a 400 volontaires, mais bien entendu, si on pouvait en avoir 10 000, ce serait encore mieux. Donc, on te trouve chez nous. Donc voilà, vous passez soit par le site de Culture RIC, soit directement objectif. Les passerelles sont faites. Les passerelles d'information seront faites. Et je voudrais finir. En conclusion, je vais vous utiliser l'image de la cocotte minute. C'est le gouvernement et il a posé le couvercle. Maintenant, aujourd'hui, il a fermé le couvercle. Et ce qui mécaniquement fait augmenter la pression, mais ce qu'il n'a pas conscience, c'est que ça augmente nos échanges. Et qu'ensuite, ça va pas se ressentir, mais qu'ils vont entendre siffler la cocotte minute, et puis bientôt ça va se sentir bon partout dans la maison. Et est-ce que tu penses qu'ils ont mis les cahiers de doléances dans le feu pour que ça brûle mieux et que la pression monte un peu plus? J'espère. Parce qu'on les a pas beaucoup revus, les cahiers de doléances. Ce que tu dis, Mike, est vrai. C'est que moi, en 10 ans, j'ai vu beaucoup de micro-groupes mourir, se former, disparaître, etc. Et il y a une chose qu'on peut remercier auprès de notre président, c'est d'avoir justement créé cette harmonisation, cette synchronisation qui était nécessaire. Et c'est pour ça que à toutes les personnes qui écoutent et qui aujourd'hui seraient peut-être un peu défaitistes, déçus, fatigués, il arrive aujourd'hui ce que moi je n'ai jamais observé en 10 ans. Donc, au contraire, c'est maintenant qu'il faut être optimiste et c'est maintenant qu'ils doivent vraiment avoir peur parce que ils nous ont permis de nous fédérer et ça, c'était pas évident. Donc merci. Et puis, on va trouver le moyen de rassurer, d'assurer ceux qui se mettent en danger, justement. Et puis il y a Priscilla qui doit finir aussi. Et Priscilla qui voulait dire aussi quelque chose. Non, mais je propose, moi, que pour conclure cette soirée, que ce soit Priscilla qui fasse la conclusion par rapport à tout ce qu'on a dit. Peut-être un premier bilan aussi au bout de ces 6 mois et quelques, des perspectives. Et voilà. Quartier libre à Priscilla. Oui, alors moi je suis contente d'entendre tout ça parce qu'il y a un gros sujet qui est le sujet de la communication. Il y a beaucoup de choses qui se font, je dirais, en sous-marin. Et c'est très bien que tout le monde travaille et que ça fourmille de partout, mais il y a un gros enjeu de communication. Que ce soit à travers les médias, merci, ou que ce soit même à travers nos propres réseaux, et non pas seulement le réseau Gilets jaunes ou militants, activistes ou quoi que ce soit, mais le réseau familial, au niveau des collègues de travail éventuellement. Parce que au-delà on voit qu'il y a une étape qui a été franchie entre le moment où il y a une grosse communication qui a été faite sur le RIC via le mouvement, et le moment où les gens ont commencé à travailler en assemblée citoyenne, à ateliers constituants, etc., et qui ensuite se sont pris en main pour faire des outils, pour proposer des choses. Sauf qu'à côté de ça, il y a encore des gens qui savent pas ce que c'est. Et je pense qu'il y a un gros enjeu là-dessus de communiquer. Et qui sont nombreux. Et lorsqu'on a parlé du RIC en décembre avec Maxime, je me souviens, c'était à Versailles, le président a réagi très rapidement pour dire le RIC est antidémocratique. Antidémocratique. Voilà, c'est parce qu'il a vu le danger de ce qui est en train de se produire, je pense. Et moi, je vais pas le remercier parce que c'est pas grâce à lui. mais en tous les cas, effectivement, le fait qu'on soit pas écouté, on force le dialogue et on force le travail collectif pour qu'on soit plus visible. Et du coup, le RIC, il s'installe chez les personnes qui savent ce que c'est. Je vois même qu'il y a des gens qui créent des associations et qui créent un RIC organisationnel au sein de leur association. C'est très important. Et à côté de ça, je pense qu'on a du coup, par rapport à ce que tu viens de dire, et à Culture RIC, on voit plus la dimension numérique, mais on en a pas beaucoup parlé là aussi ce soir, de savoir si on a la volonté lorsque le RIC serait institué d'avoir une plateforme pour que ça se fasse, qu'est-ce qu'on fait pour les personnes qui n'ont pas accès à Internet. Voilà, il y a toute la dimension numérique qui est là-dessus, et je dirais qu'on n'a pas beaucoup parlé aussi de la dimension constitutionnelle.
Voilà, on vient de parler des assemblées constituantes, mais et des ateliers constituants. Mais alors, est-ce qu'on imagine dans les projets que vous avez développés, est-ce qu'on imagine qu'à un moment donné, on inclut la dimension des ateliers constituants et est-ce que ça s'imbrique à un moment donné ou pas? Et si oui, comment? Parce que il y a aussi beaucoup d'assemblées constituantes, beaucoup d'ateliers à côté des gens qui travaillent sur le RIC. Et quand est-ce que ça fusionne tout ça? Alors, on va pas y répondre ce soir. Non, on va pas répondre. Je vous vois tous là, trépignés, etc. Je vous promets qu'on fera une seconde émission sur ce sujet précis, parce qu'évidemment, et c'est un peu ce qui manque on peut pas tout aborder, mais comment on constitutionnalise, je dirais, un peu les choses. Voilà. En tout cas, moi, je voudrais lancer un double hommage, d'abord à tous les héros du quotidien, les anonymes qui sont là, qui se mobilisent, qui en prennent plein la poire depuis des mois et des mois, et qui viennent à Paris, qui prennent Blablacar, qui font du stop, qui sont dans la démerde, j'ose utiliser le mot. Et voilà, on les connaît pas forcément, mais ils sont le gros des bataillons des Gilets jaunes. Et merci à eux. Faut qu'ils soient quand même patients, résilients et courageux pour continuer, mais je sais qu'ils le sont. Et j'ai mis un t-shirt militant avec le débat juste pour vous sensibiliser à la monnaie libre, enfin une monnaie libre, et que je pense que c'est un sujet qui mérite aussi de venir sur Sud Radio parce qu'il nous faut notre indépendance monétaire également. On est bien d'accord. Il y a un quart pour Londres le 11 juin jusqu'au 13 juin pour aller soutenir Assange à Londres. Cherchez sur Internet, on va continuer à se bagarrer pour Assange parce qu'il n'a que nous pour le défendre. Donc c'est vraiment important de rester sur la balle là parce que ce gars-là est en train d'être pré-condamné à aller à Guantanamo, torturé, assassiné, et il n'a que nous pour le défendre alors que c'est un journaliste exemplaire. Donc écoutez les amis, je vous promets que non, on le fera, il est un peu tard, on les présentera la prochaine fois. Je vous promets qu'on refera une émission avec les mêmes participants sur le sujet, parce qu'on est loin de l'avoir épuisé, mais je trouve que ça mérite une deuxième partie. Parce que là, on a dit beaucoup de choses ce soir, et c'est la première fois, je pense que on va aussi loin dans le processus de fabrication, d'instauration. On est un peu dans le métalangage, parce que le RIC, qu'est-ce que c'est, comment on instaure le RIC, etc. Mais je trouve que c'est hyper important, parce que souvent les citoyens comprennent bien l'idée qu'il y a derrière, etc. Mais se disent, mais comment on va faire pour le mettre en place? C'est la question, moi, à chaque fois que j'en parle autour de moi, et j'en parle beaucoup, on me dit, mais comment on fait? Parce que de toute façon, on n'a pas le pouvoir. Bon, toi, tu fais ton truc dans les médias, mais les médias, on peut même pas en parler, les hommes politiques veulent pas en parler. Comment on fait? Voilà. Donc, je pense que ça, c'est important. C'est un jeu d'échecs où plus on voit loin, mieux c'est. Voilà. Il y a certains qui arrivent à voir plus loin que d'autres. Et c'est pas parce qu'on voit plus loin que d'autres qu'il faut imposer ce qu'on voit, parce que les autres ne comprennent pas au début ce qu'on voit plus loin. Et donc il faut absolument créer des passerelles avec des paliers d'information qui correspondent à tous les niveaux de conscience, comme dit Daniel. Il faut élever les consciences, mais il y a des paliers. En tous les cas, je remercie Sud Radio parce que depuis octobre, on est en symbiose. Ouais, voilà. Carrément. À toute l'équipe. Merci de m'avoir donné la parole à ce moment-là. Vraiment à toute l'équipe, et un petit mot pour Pierre aussi. Oui, merci à Pierre. Pierre, il faut remercier Pierre. Pierre l'a fait de l'atelier. Et on va dire merci à Rico qui a participé à l'émission sans dire un mot.